tous et à toutes. Donc, je vais commencer par récupérer, hop là, récupérer ma présentation. Voilà, si elle veut bien arriver, ce qui ne devrait pas tarder. Sauf que là, évidemment, elle me casse un peu les pieds. Voilà. Donc je vais vous parler des effets de l'activité physique. Alors, quand on parle d'activité physique et de mortalité évitable, je pense que vous pensez à de nombreuses causes, mais je pense qu'il ne vous vient pas l'idée que l'inactivité physique est actuellement la première cause de mortalité évitable dans le monde, puisqu'en effet, l'insuffisance d'activité physique tue actuellement plus que le tabagisme. Elle est responsable actuellement de plus de 5 millions de décès par an dans le monde. Et si on se place à l'échelle de l'Europe, c'est 10% des décès qui pourraient être évités si les Européens suivaient les recommandations d'activité physique, c'est-à-dire les fameuses 150 minutes par semaine, ce qui correspond à peu près à 500 000 décès par an. Alors, il faut savoir ce qu'on appelle activité physique. Donc, je vous cite une définition. C'est tout mouvement produit par la contraction des muscles qui va entraîner une augmentation de la dépense énergétique au-dessus de la dépense de repos. Donc, les mots importants, c'est muscles et dépenses de repos. En gros, quand vous êtes assis ou allongé, vous avez une dépense de repos. Et dès que vous allez vous mettre debout, que vous allez commencer à bouger, vous allez faire une activité physique. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, il y a 4 domaines de votre vie quotidienne où vous pouvez avoir une activité physique. D'abord, c'est dans les activités professionnelles. Alors, c'est vrai qu'avec notre mode de vie et l'évolution, la mécanisation de notre mode de vie, peu d'entre nous ont une activité professionnelle avec une activité physique. C'est encore le cas des maçons ou de certains artisans. Mais si on est derrière un bureau toute la journée, on n'a pas d'activité physique lors de notre profession. Lors des déplacements, quand on utilise pour aller d'un point A à un point B un déplacement actif comme le vélo ou la marche à pied, on a une activité physique. Par contre, si vous utilisez des transports motorisés comme la voiture, les transports en commun ou la trottinette électrique, vous n'avez pas d'activité physique lors des déplacements. Le ménage est aussi une activité physique. Et dans les loisirs, vous pouvez avoir une activité physique. C'est là qu'on rentre le sport. Donc, vous voyez que le sport n'est qu'une petite composante de l'activité physique, mais il y a aussi le jardinage, le bricolage. Donc, vous voyez que l'activité physique, c'est d'abord une activité physique de la vie quotidienne dans laquelle on peut rentrer beaucoup de composants. L'inactivité physique, c'est en fait avoir un niveau d'activité physique inférieur au niveau d'activité physique recommandé pour la santé, c'est-à-dire moins de 150 minutes d'activité d'intensité modérée par semaine. Ça, c'est pour les adultes. Et pour les enfants, c'est moins d'1 heure par jour d'activité physique tous les jours. Et puis, depuis une dizaine d'années, on a défini un nouveau paradigme qui est la sédentarité, que l'on a tendance encore trop souvent à confondre avec l'inactivité physique. Et en fait, la sédentarité, c'est le temps cumulé dans une journée que vous passez assis ou allongé en période éveillée. Donc, pour calculer et déterminer votre temps passé assis, eh bien, vous calculez tous les temps passés assis entre le moment où vous vous réveillez et le moment où vous vous couchez. Donc, les temps passés assis au travail, dans les déplacements passifs, et puis quand vous rentrez chez vous. Et vous allez voir que le nombre d'heures est assez conséquent. Par contre, on ne compte pas le sommeil, qui est un besoin physiologique. Alors, pourquoi on s'intéresse à la sédentarité? Parce que la sédentarité en elle-même est un facteur de mortalité, indépendamment du niveau d'activité physique. C'est ce qu'on voit sur cette courbe, où en fait, on a mesuré les effets de la sédentarité indépendamment du niveau d'activité physique et indépendamment de toutes les autres causes de mortalité. On met tout au même niveau, hein, l'IMC, les autres facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, le cholestérol, etc. Et on mesure en fait le risque de mortalité précoce en fonction du temps passé assis, avec des capteurs de mouvement, donc c'est tout à fait indépendant des biais de mémoire. Et si on compare par rapport aux gens qui passent 7h30 assis par jour, plus le temps assis augmente, plus la mortalité augmente. Et ainsi, par rapport à ceux qui passent 7h30 par jour, ceux qui passent 8,6 heures par jour ont un risque de mortalité augmenté de 28%, de 71% quand on passe à 9,6 heures par jour, etc., etc. Et cet effet est vraiment indépendant du niveau d'activité physique. Ça veut dire qu'on l'observe même si vous faites 150 minutes d'activité physique par semaine. Alors pourquoi on a une surmortalité quand on a un temps passé assis trop élevé? Eh bien parce que la sédentarité s'associe à 2 fois plus de risques d'avoir une obésité, un diabète de type 2
une maladie cardiovasculaire ou un cancer, et ces maladies en elles-mêmes étant responsables d'une mortalité précoce. Donc en fait, si on résume en termes de, pour bien comprendre la sémiologie ou la terminologie, l'inactivité physique, c'est vraiment un facteur de risque de mortalité et de développer des maladies chroniques. La sédentarité est aussi un facteur de risque de mortalité et de développer des maladies chroniques, et ceci, quel que soit le niveau d'activité physique. C'est pourquoi actuellement, les objectifs de santé publique sont à la fois d'augmenter le temps d'activité physique et de diminuer le temps passé à des activités sédentaires. C'est l'un et l'autre, et non pas l'un ou l'autre. Alors, qu'est-ce que fait? On a vu les effets délétères de l'excès de temps passé assis. Allons maintenant dans les éléments positifs. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une activité physique selon les recommandations? Alors ça, on le sait depuis une cinquantaine d'années, et compte tenu du nombre cumulatif de données que l'on a, on peut vraiment affirmer que l'activité physique régulière, selon les recommandations, permet de diminuer significativement la mortalité précoce. C'est ce que montre cette courbe, où en fait on a mesuré la mortalité chez des sujets qui ont été suivis longitudinalement, c'est-à-dire qui ont été suivis sur 10, 15, 20, 30 ans, et on a mesuré la survenue, l'âge auquel survenait la mortalité, et on a étudié les différents facteurs impliqués dans cette mortalité précoce. On met tous les facteurs de risque une fois de plus au même niveau, donc l'indice de masse corporelle, l'hypertension artérielle, le diabète, l'existence de maladies chroniques ou pas. On met tout ça au même niveau, on fait juste varier le niveau d'activité physique, c'est ce que vous avez en abscisse. Et on voit que par rapport aux gens qui font rien en rouge, ceux qui suivent les recommandations, ceux qui sont en bleu, eh bien, ont une diminution de la mortalité précoce de 31%. Et surtout, bon, ça, c'est des choses qu'on sait depuis une vingtaine d'années, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, compte tenu de l'ensemble des données que l'on a, on peut dire que déjà, dès 15 minutes d'activité physique, on a une diminution de la mortalité de 20%. Et surtout, ce qui est très positif, c'est qu'en fait, ceux qui vont le plus bénéficier de l'effet de l'activité physique, c'est quand on part de rien à un tout petit peu. Vous voyez que la courbe, elle a une pente très accentuée, la pente est la plus importante dans la première partie de la courbe, c'est-à-dire quand on part de rien à un tout petit peu. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'un tout petit peu d'activité physique, c'est déjà mieux que rien. En fait, il n'y a pas de limite inférieure d'effet, il n'y a pas de seuil inférieur d'effet de l'activité physique. Donc, retenez un peu, c'est déjà mieux que rien. Et plus on en fait, plus c'est efficace. Mais la variation est moins importante quand on en fait plus. Et ceci est observé quel que soit l'âge, c'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard pour démarrer l'activité physique. Ça marche aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et puis l'élément aussi extrêmement important, c'est aussi efficace qu'on soit en bonne santé ou qu'on ait une maladie chronique. Alors l'autre élément qui apparaît maintenant, c'est que depuis une dizaine d'années, on utilise pour mesurer l'activité physique, non pas des questionnaires d'activité physique, mais des capteurs de mouvement qu'on appelle des accéléromètres. Donc on n'est plus du tout dépendant des biais de mémoire ou des biais pour essayer de faire plaisir à la personne qui nous interroge. Et donc, quand on utilise des capteurs de mouvement, eh bien, on s'aperçoit qu'on a exactement la même courbe. C'est ce que vous voyez. En bas, vous avez le niveau d'activité physique en minutes. En ordonnée, vous avez le risque de mortalité, toujours par rapport aux gens qui font rien, où on leur donne un risque arbitraire de 1. Donc, plus on en fait, plus on est efficace. On a une première partie de la courbe quand on passe de rien un tout petit peu, où vraiment la mortalité diminue très rapidement. Mais surtout, ce que l'on voit, c'est que ce n'est pas 30% de mortalité qu'on observe quand on en suit les recommandations, c'est 60%. Donc vraiment, avec des mesures objectives, on a vraiment un effet majeur de l'activité physique. Et ce n'est pas pour 30 minutes d'activité physique, c'est pour 20 minutes d'activité physique tous les jours. Donc vraiment, un effet majeur protecteur de l'activité physique sur la mortalité précoce. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir ces effets bénéfiques? Est-ce qu'il faut vraiment faire de l'intense? Est-ce qu'il faut transpirer? Est-ce qu'il faut que ça fasse mal? Eh bien non, hein, il faut suivre simplement les recommandations. Donc on peut faire du modéré. Les recommandations, c'est 150 minutes de modéré par semaine. Alors, quels sont les effets observés? Quand on suit ces recommandations, on a beaucoup d'études, mais je vous cite la dernière qui vient de sortir, où effectivement, on a apprécié sur une cohorte qui a été suivie longitudinalement les effets du suivi des recommandations, c'est-à-dire 150 minutes d'activité d'intensité modérée par semaine de type endurance, plus 2 fois par semaine du renforcement musculaire. Renforcement musculaire, c'est la musculation qui touche à peu près tous les groupes musculaires. On ne donne pas une durée, on dit d'en faire 2 fois par semaine. Et il y avait tous les groupes d'âge, hein, ça allait de 18 à 39 ans, 40 à 60 ans, plus de 60 ans, avec plus de 90 000 sujets par groupe d'âge. Et ce que l'on voit,
Premier groupe, celui qui ne fait rien. Donc, on leur donne une fois de plus un risque arbitraire de 1. Ceux qui font juste du renforcement musculaire 2 fois par semaine, eh bien déjà simplement de faire du renforcement musculaire par rapport à ceux qui ne font rien, ont une diminution de la mortalité globale, toutes causes confondues, de 11%, mortalité par cancer et par maladie cardiovasculaire, qui sont les 2 grandes causes de mortalité, à peu près diminuées de 11%. Ceux qui font juste de l'endurance, diminution de la mortalité globale cardiovasculaire et par cancer de 29%. Et ceux qui suivent vraiment les recommandations qui associent endurance et renforcement musculaire, diminution de la mortalité globale et cardiovasculaire et par cancer de 40%. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, ils ont séparé les gens entre ceux qui étaient en bonne santé, qui sont restés en bonne santé qui étaient en bonne santé quand ils sont rentrés dans l'étude, et ceux qui avaient déjà une maladie chronique. Eh bien, ceux qui étaient en bonne santé ont une diminution de la mortalité globale de 34%. Et ceux qui avaient une maladie chronique ont une diminution de la mortalité globale de 45%. Donc, les effets de l'activité physique sont plus importants quand on a une maladie chronique que quand on est en bonne santé. Et puis surtout, ils sont allés voir de quoi, en fait, quel était le type de maladie qu'on évitait quand on suivait les recommandations. Chez les sujets en bonne santé, donc, on diminue la mortalité globale, on diminue la mortalité par maladie cardiovasculaire et cancer, comme je vous l'ai dit, mais pas seulement. On diminue la mortalité par diabète de type 2, par maladie d'Alzheimer, ça c'est des choses qu'on sait. Mais ce qui est nouveau, et ce qui est très intéressant dans le contexte de la pandémie à laquelle on est exposé, surexposé malheureusement, eh bien, c'est qu'on diminue aussi la mortalité par infection des voies aériennes inférieures et par pneumonie. Et on retrouve exactement le même effet chez les sujets qui ont une maladie chronique. Bon, diminution de la maladie, des mêmes causes de mortalité, mais diminution aussi de la mortalité par cause d'infection des voies aériennes inférieures, donc bronchopneumopathie et pneumopathie. Donc vous voyez que l'activité physique, c'est aussi intéressant dans le contexte de la pandémie à laquelle on est soumis, avec une diminution des atteintes pulmonaires. Et une des causes, alors pour ça, c'est qu'on sait que l'activité physique, ça renforce l'immunité. Voilà, donc ça c'est un élément extrêmement important. Alors, de façon globale, qu'est-ce que ça fait l'activité physique? Je ne vais pas vous faire un catalogue. Pour ça, il y a une expertise INSERM qui a lieu en 2019. Ça fait 800 pages. Donc, je vous résume ça en une diapo, en 3 diapos. Donc, premièrement, c'est un facteur de prévention de toutes les maladies chroniques non transmissibles, c'est-à-dire celles qui sont liées à notre mode de vie. Donc, ça prévient les maladies cardiovasculaires. En moyenne, c'est 30%. Donc, les maladies cardiovasculaires, c'est l'infarctus du myocarde, c'est l'accident vasculaire cérébral, c'est l'insuffisance cardiaque. Deuxièmement, ça prévient l'obésité, ça prévient le diabète de type 2 de 50%, ça prévient la survenue de l'arthrose. Pour les maladies neurodégénératives, c'est l'Alzheimer, on pense que ça prévient à peu près 30% de la maladie d'Alzheimer. La maladie de Parkinson, c'est 15%. Ça prévient à peu près 25% des cancers les plus fréquents, c'est-à-dire sein, côlon, endomètre. Ça améliore aussi, ça prévient le risque de dépression et d'anxiété. Dans le contexte dans lequel on est, c'est aussi intéressant. Et sans oublier que quand on fait de l'activité physique, on se fait plaisir aussi. Ça permet aussi d'avoir une meilleure qualité de vieillissement. Quand on a une maladie chronique, c'est aussi un facteur de traitement à part entière de toutes les maladies. Quand on a fait un infarctus du myocarde, première chose, c'est la rééducation par l'activité physique. Et on doit faire de l'activité physique par la suite, en plus des traitements. C'est un facteur de prise en charge de l'obésité. C'est un traitement à part entière du diabète de type 2. C'est-à-dire quand on découvre un diabète, première chose, on demande aux gens d'avoir une alimentation équilibrée. On leur demande de faire de l'activité physique. Et si ce n'est pas efficace, après 6 mois, on leur met en place un traitement. C'est le premier traitement de la prise en charge de l'arthrose. C'est un traitement donc à part entière des maladies mentales. On fait, en plus des médicaments, mais ça fait maintenant partie du traitement de la schizophrénie, des démences. Et quand on a fait un cancer, ça diminue le risque de récidive du cancer du sein, du côlon et de la prostate de 40%. Donc, ça fait partie maintenant de la prise en charge à part entière du cancer. Alors, un petit point sur le rôle de l'activité physique quand on est soumis à une anxiété et qui nécessite un traitement. Dans le contexte où on vit actuellement, on n'arrête pas de parler effectivement des effets de la pandémie sur l'anxiété. Eh bien, chez les sujets qui ont des troubles liés au stress et à l'anxiété, quand on compare les effets des anxiolytiques type Lexomil et de l'activité physique, eh bien, l'activité physique a exactement les mêmes effets que les anxiolytiques sans les effets secondaires de ces traitements. Pour la dépression,
alors dans le cas de la dépression légère à modérée, l'activité physique a les mêmes effets que les antidépresseurs. Et dans les cas où effectivement les gens ont quand même besoin d'un traitement antidépresseur, quand on associe activité physique aux antidépresseurs, l'association activité physique et antidépresseurs est plus efficace que les antidépresseurs seuls. Avec, en plus, l'activité physique permet de limiter les effets secondaires des antidépresseurs. L'activité physique est bien sûr efficace à tous les âges. Il n'y a pas de limitation d'âge pour faire de l'activité physique. Chez les enfants, elle a exactement les mêmes effets que chez l'adulte, avec un effet en particulier qui est très intéressant, c'est les effets sur la cognition qui sont bien démontrés. C'est-à-dire que chez les enfants, l'activité physique augmente les capacités cognitives. Ça ne va pas forcément augmenter les résultats scolaires parce que d'autres éléments vont influencer sur les résultats scolaires. Mais en tout cas, ça augmente les performances cognitives indépendamment du niveau socio-économique, de l'âge à la naissance, de la nutrition. On le voit très très bien quand on mesure en fait par IRM fonctionnel l'activité cérébrale lorsqu'on fait des tests cognitifs. On voit très très bien que l'activité cérébrale, qui est elle-même corrélée à la performance sur les tests cognitifs, est corrélée en fait au niveau d'activité physique des enfants et en particulier à leur capacité en endurance. Alors, les mécanismes sont bien démontrés, tout simplement parce que quand on fait de l'activité physique, les muscles squelettiques, quand ils se contractent, ils produisent des hormones qu'on appelle les myokines, qui ont des effets très importants, qui agissent, qui sont multicentriques, qui agissent sur le foie, sur le pancréas, sur le cœur, sur les artères, sur l'os, mais qui agissent aussi sur le cerveau, où ils vont provoquer une multiplication des neurones, une augmentation du nombre des synapses, de la durée des synapses, et aussi une augmentation de la vascularisation de ces synapses, puis une augmentation aussi de la substance blanche, qui est en fait la substance nutritive des neurones. Donc des effets multiples et qui expliquent l'augmentation des performances cognitives. Donc au total, je vous donne la conclusion de l'expertise INSERM de 2019. Je résume les 800 pages. L'activité physique est un facteur de prévention des maladies chroniques, à la fois en prévention primaire, pour éviter la survenue de ces maladies, mais aussi dans le cadre du traitement de ces maladies pour éviter leur aggravation ou leur récidive. Donc c'est la multipilule. C'est beaucoup plus intéressant qu'un médicament parce qu'au lieu de donner un médicament pour la tension, pour le cholestérol, pour les artères, pour le cœur, eh bien ça agit sur l'os, sur les muscles, sur le pancréas, sur le cerveau, sur les os, etc. Donc c'est multisite et c'est pour ça qu'elle est aussi intéressante. Alors, non seulement elle est intéressante, effectivement, il y a de nombreux effets, mais ce qui nous intéresse actuellement, c'est en fait, si on fait de l'activité physique, on diminue la mortalité, certes, mais est-ce qu'on va vivre plus longtemps en bonne santé? Alors, en France, on peut se targuer d'être les vice-champions d'Europe en termes d'espérance de vie. On vit très, très longtemps en France, puisque l'espérance de vie à la naissance en 2017 était de 79 ans chez les hommes, 85 ans chez les femmes. Mais on vit longtemps, mais pas longtemps en bonne santé, puisqu'on est au 10e rang européen pour l'espérance de vie sans incapacité sur 100 maladies chroniques. En effet, si les femmes vivent jusqu'à 85 ans, l'âge des premières maladies chroniques est de 64 ans et de 63 ans chez les hommes. C'est-à-dire qu'en moyenne, en France, on va vivre 20 ans avec une maladie chronique. Et à 73 ans, en moyenne, on a 3 maladies chroniques. Donc on vit vieux, mais vieux en mauvaise santé. Donc la question posée est de savoir si, avec l'activité physique, on va pouvoir gagner des années de vie en bonne santé. On a de nombreuses études qui le montrent, mais je vous cite la dernière, qui est une étude qui est conséquente en termes du suivi de personnes. C'est 12 cohortes prospectives, et l'intérêt, c'est qu'elles sont européennes. Et dans ces cohortes européennes, il y a une cohorte française qui est la cohorte EDF. Donc, c'est plus de 110 000 personnes qui étaient en bonne santé quand ils sont rentrés dans l'étude. Et donc, l'objectif était de suivre, avec une moyenne de suivi de 12 ans, la survenue de pathologies chroniques et de déterminer le rôle du mode de vie sur la survenue de ces pathologies chroniques. Donc, il y a 4 facteurs de mode de vie sain: l'activité physique, oui, non, mais aussi l'alcool, le tabagisme et le poids. Donc, soit ils avaient tous les bons modes de vie et ils avaient 8 points, soit tout était mauvais, était négatif, et puis on pouvait avoir un score d'intermédiaire, c'est-à-dire pour l'activité physique, soit je ne fais pas du tout d'activité physique, soit je suis des recommandations, soit j'ai un niveau intermédiaire. Pour l'obésité, c'est soit j'ai un poids normal, soit je suis obèse, soit je suis en surpoids. Voilà. Donc au mieux, on avait 8 points, au pire, on avait 0 points, puis on peut avoir à tous les niveaux entre 0 et 8.
il y avait les hommes et les femmes. Donc, en fait, pour les hommes, si on n'a aucun score de bon mode de vie, eh bien, l'âge des premières maladies chroniques, c'était 61,8, 61,7 ans. Et si on a tous les bons scores, on est bon partout, bon niveau d'activité physique, un poids normal, pas d'alcool et pas de tabac, eh bien, les premières maladies chroniques, c'est à 70,9 ans, c'est-à-dire qu'on gagne près de 10 ans d'années de vie en bonne santé. Et pour les femmes, on a la même chose, on gagne 9,4 ans d'années de vie en bonne santé. Donc, en d'autres termes, si on a un comportement sain en termes de mode de vie, eh bien, on gagne des années de vie en bonne santé. Et à chaque fois qu'on a un point de comportement sain, donc un bon niveau d'activité physique, enfin, on passe de rien à intermédiaire, donc la moitié des recommandations, ou à 2 points des recommandations, on gagne 2 années de vie. Si vous rajoutez d'obèses ou patients en surpoids, ou etc., à chaque fois, vous gagnez une année de vie en bonne santé. Alors, comment on se situe si on fait une photo de la France? Quand on fait des questionnaires, eh bien, on est toujours, les sujets surestiment leur activité physique. Donc en France, sur les derniers questionnaires, 55% des hommes déclarent suivre les recommandations contre 45% des femmes. Mais quand on mesure l'activité physique avec des accéléromètres, en fait, c'est 30% des adultes qui suivent les recommandations, donc 70% qui ne les suivent pas. Quant à la sédentarité, alors là, c'est pas mieux. C'est l'étude Nutrinet Santé qui a mesuré ces comportements sédentaires. Donc, chez les adultes qui avaient en moyenne 44 ans, les jours travaillés, on passe 12 heures assis. Et les jours non travaillés, on pourrait se dire que quand même on fait mieux, c'est 9 heures assis. Donc, je vous rappelle ce que je vous avais montré. 7 heures assis, à partir de 7 heures assis, la mortalité augmente de façon significative. Donc, vous voyez qu'on est à peu près à 12 heures assis. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Chez les enfants, la photographie n'est pas meilleure, puisque je vous rappelle que c'est 1 heure qui est recommandée chez les enfants et les adolescents. Quand on mesure l'activité physique des enfants et des adolescents avec des capteurs de mouvement, alors les filles en font toujours moins que les garçons à tous les âges de la vie. Les filles en moyenne, c'est 18 minutes. Les garçons en moyenne, c'est 32 minutes. Donc en gros, il y a entre 5 et 9% des enfants qui suivent les recommandations. Toutes les études vont dans le même sens et c'est valable pour toute l'Europe et tous les pays développés. Et alors, ce qui est surtout très préoccupant, c'est que depuis une quinzaine d'années, alors qu'avant, l'activité physique chez les enfants s'effondrait au moment de l'adolescence, maintenant, c'est à l'entrée en primaire. C'est-à-dire au moment où on leur surajoute un temps contraint assis, qui est le temps de l'école. Et c'est à ce moment-là que l'activité physique s'effondre et elle va continuer à s'effondrer au fur et à mesure qu'ils vieillissent. C'est ce que vous voyez en haut, les garçons et les filles. Et ça va être compensé par un temps passé assis qui augmente, qui est de 50% de la journée à 7 ans et qui va augmenter jusqu'à 75% de la journée à 15 ans. Pourquoi? Parce qu'on les amène à l'école en voiture ou en transport en commun, qu'à l'école, ils sont assis, on les ramène chez eux en voiture, et puis quand ils sont chez eux, il y a 15 ans, ils allaient jouer dehors, et puis maintenant, ils sont derrière les écrans quand ils sont chez eux. Et donc, pour nous, si on réfléchit, pourquoi on a 12 heures passées assis? Parce qu'on a un mode de vie qui est complètement mécanisé, et si on veut, on peut passer la journée assis toute la journée. Le matin, on se lève, on prend le petit déjeuner, on prend la voiture ou les transports en commun, 30-45 minutes, ça dépend des embouteillages. On est assis toute la journée, le matin derrière son bureau, on prend des fois le repas sur place, assis. On recommence l'après-midi derrière le bureau, on reprend la voiture, et puis à la maison, eh bien, on passe 4 heures derrière les écrans. Donc, il faut trouver un temps pour passer 30 minutes. Et encore là, sur cette diapo, j'ai mis 8 heures de sommeil, mais en plus, malheureusement, on a un temps de sommeil qui est insuffisant. Tout ça, ça coûte très cher. Ça coûte, en termes de santé publique, ça nous coûte très, très cher. Donc, les recommandations, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre tout ça? Première chose, c'est diminuer le temps passé assis. Alors ça, c'est faisable en termes de temps total les jours où on ne travaille pas. Et puis les jours où on travaille, eh bien, c'est sûr que quand on a un temps, quand on travaille derrière un bureau, c'est difficile de diminuer le temps total passé assis. Alors, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est toutes les heures, il faut penser à se lever 1 minute. Et sur cette minute, penser à bouger. On n'est pas obligé d'avoir une activité d'intensité modérée. Il suffit d'avoir une intensité faible. Il faut bouger, déambuler, gesticuler. On peut aller ranger des papiers dans la poubelle, on peut aller boire un verre d'eau, on peut aller chercher les papiers à la photocopieuse. Penser quand on est au téléphone, eh bien, à se lever et à marcher. Voilà. Mais penser toutes les heures à se lever.
Et le fait de se lever toutes les heures, 1 minute ou 2 minutes et bouger, ça annule l'effet de l'heure précédente passée assis. Deuxièmement, il faut bouger dans sa vie quotidienne. Alors, bouger dans sa vie quotidienne, eh bien, c'est utiliser, par exemple, les escaliers. Alors, vous voyez, les escaliers, l'intérêt, c'est que c'est généralement très, très peu encombré, contrairement aux escalators. C'est que ça ne tombe jamais en panne, ça ne produit pas de CO2. Et puis, les barres, comme elles sont peu utilisées, il n'y a pas de germes. Donc, vous n'attrapez pas de gastro-entérite ou d'autres virus comme la Covid-19. Utiliser aussi les transports, essayer d'utiliser les transports actifs, c'est l'activité physique qui est significative. Ainsi, dans une méta-analyse qu'on a réalisée récemment, on a bien montré que si on utilisait uniquement la marche à pied ou le vélo pour aller au travail, eh bien, on diminuait la mortalité globale et la mortalité cardiovasculaire. Si c'est la marche à pied, c'est de 15% et le vélo, c'est de 25%. On a aussi montré que si vous utilisez uniquement les vélos à assistance électrique dans vos déplacements, eh bien, vous aviez des effets significatifs, puisqu'en gros, ça fait à peu près 4 heures d'utilisation du vélo à assistance électrique par semaine, que ça a des effets sur vos capacités physiques, ça diminue le tour de taille, et donc c'est de l'activité physique, et qu'avec ça, vous atteignez les recommandations d'activité physique. Et puis, une fois que vous avez bougé un peu plus dans votre vie quotidienne, dans vos déplacements, vous avez utilisé les escaliers, vous avez bougé même au sein de votre travail, eh bien, c'est essayer d'avoir des activités plus structurées, alors physiques ou sportives. Et là, les recommandations, c'est soit vous faites de l'activité physique d'intensité modérée, donc c'est au moins 150 minutes par semaine, voire 300 minutes par semaine, ou une activité plus intense, c'est 75 minutes par semaine, ou un mélange des deux. L'objectif, c'est de bouger un petit peu tous les jours. Et puis, du renforcement musculaire sur les principaux groupes musculaires, au moins 2 fois par semaine. Alors, la marche, c'est une activité physique. Vous pouvez très bien faire de la marche. Est-ce qu'il faut faire les 10 000 pas par jour pour être dans les recommandations? Alors, d'où ça vient ces 10 000 pas? Il faut savoir que ça vient d'un producteur de podomètres. La marque, c'était Manpokei. Et Manpokei, en japonais, ça veut dire 10 000 pas. Et en fait, c'est de là que viennent les 10 000 pas, ce qui n'a en fait rien à voir avec une quelconque recommandation, aucune base scientifique. Et on a plusieurs études qui montrent qu'effectivement, ça n'a aucune base scientifique. Ici, dans ce travail, ils ont comparé la mortalité chez des femmes en fonction du nombre de pas par jour. Et vous voyez qu'entre les femmes qui ne marchent pas du tout, au fur et à mesure que le nombre de pas par jour augmente, vous voyez que la mortalité diminue. Et si on compare celles qui ne marchent pas du tout à celles qui marchent 4400 pas par jour, la mortalité est diminuée de 41%. Donc, vous voyez qu'à peu près, effectivement, les 30 minutes par jour, c'est à peu près 5 à 6 000 pas par jour. Donc, vous voyez, 4 à 5 000 pas par jour, c'est largement suffisant. On voit que les effets, ils augmentent sur la mortalité jusqu'à 7 500 pas par jour. Et au-delà de 7 500 pas par jour, il n'y a pas d'effet supplémentaire sur la mortalité. Enfin, dernier problème et dernière interrogation qui peut se poser. Bon, d'accord, c'est bien de marcher comme activité, marcher pour aller au travail ou prendre le vélo pour aller au travail, le faire aller-retour. Oui, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a une pollution? Et puis, on peut considérer que la ville, le centre-ville, c'est pollué. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour la santé? Alors, effectivement, on sait que la pollution de l'air a induit des décès prématurés. C'est 40 000 décès prématurés par an qui sont imputables surtout aux particules fines. Et c'est surtout dangereux pour les personnes sensibles, c'est-à-dire les enfants jeunes, les personnes âgées, les gens qui ont des maladies chroniques, les insuffisants respiratoires, les insuffisants cardiaques. Et on sait que ça coûte cher, ça coûte entre 78 et 97 milliards d'euros par an en termes de dépenses de santé et de dépenses indirectes. Alors, qu'est-ce qui est le plus exposé en ville avec la pollution? Est-ce que c'est les piétons? Est-ce que c'est les cyclistes? Eh bien, en fait, c'est les gens dans les voitures. Là où on a le plus d'exposition aux polluants, que ce soit le dioxyde d'azote ou les particules, alors pour le dioxyde d'azote, c'est les voitures, ensuite c'est les vélos, ensuite c'est les piétons, et ensuite c'est dans le métro. Pour les particules, c'est dans le métro, ensuite les voitures, ensuite le vélo, et ensuite le trottoir. Alors pourquoi les voitures plus que vélo et trottoir? Parce que dans les voitures, on stagne, alors que vélo et trottoir, on bouge, donc on déplace l'air. Par contre, on en inhale plus quand on marche ou qu'on fait du vélo parce que la ventilation augmente.
Donc, moins exposé, mais on en inhale plus quand on fait de la marche ou du vélo. Par contre, la clearance, c'est-à-dire l'élimination au niveau pulmonaire, est plus importante quand on fait de la marche et du vélo. Parce qu'on a un débit pulmonaire, donc on a une vascularisation plus importante, donc on les élimine plus. Quelle est l'importance de l'exposition au pic de pollution? Est-ce que c'est plus important quand on est en voiture ou quand on est en vélo? En fait, c'est exactement identique. Le risque entre les pics et les niveaux de fond est exactement le même qu'on soit en voiture ou en vélo. Donc, l'augmentation du risque, il est comparable qu'on soit cycliste ou piéton ou qu'on soit en voiture. Donc, ça, c'est les risques. Maintenant, on sait que quand on utilise les transports actifs, on a des bénéfices pour la santé, puisque la mortalité globale est diminuée de 13% quand on marche, de 26% quand on fait du vélo. C'est à peu près les mêmes chiffres pour la mortalité cardiovasculaire, pour la survenue de maladies cardiovasculaires, pour la mortalité par cancer et la survenue de cancer. Alors, la question, c'est la balance bénéfice-risque. Eh bien, on sait à peu près donc, les bénéfices liés à l'utilisation de déplacements actifs. Ils sont liés donc, à l'activité physique. On a vu la diminution de la mortalité et de la morbidité. Et puis, on évite l'accidentologie liée à la voiture. Les risques, c'est l'accidentologie cycliste ou quand on est en piéton, ou l'accidentologie piéton, hein, ou quand on est cycliste de rentrer dans un piéton et vice-versa. Et c'est l'exposition à la pollution. En fait, le ratio bénéfice-risque, il est de 19 si on reste actuellement avec une part modale des trajets à vélo de 2 à 4%. Et il va augmenter si on augmente la part modale de 8%, on a un ratio bénéfice-risque de 24. Et si on augmente la part modale à 20%, le ratio bénéfice-risque, il est de 27. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en roulant à vélo, par rapport à un utilisateur de transport passif, l'augmentation maximale est de l'ordre de 1% du risque de mortalité qui est dû à l'exposition aux polluants, mais une réduction de 30 à 40% du risque de mortalité au total. Donc le ratio bénéfice-risque, il est vraiment dans le sens du bénéfice. Et puis surtout, pour finir, je vais vous montrer cette étude qui a utilisé, en fait, qui a suivi le risque de mortalité lié à l'utilisation des déplacements actifs dans des villes en fonction du taux de pollution. Et c'était la pollution moyenne sur 3 ans. Donc, ils ont pris 6 villes qui ont un taux de pollution annuel qui est très différent. Il y a Helsinki qui a un taux de pollution qui est très faible, Londres, Sao Paulo, Varsovie qui a un taux de pollution modéré, et Beijing, New Delhi qui a un taux de pollution haut. L'objectif, c'était de comparer les risques combinés d'activité physique et la pollution en particules fines sur la mortalité. Et ils ont mesuré vraiment la pollution moyenne sur 3 ans. Donc, ce que vous voyez, c'est ici Beijing, qui a une moyenne annuelle qui est très importante aux particules fines, qui est de 85 microgrammes par mètre cube. En dessous, vous avez les recommandations de taux de particules fines annuels de l'OMS, c'est 10 microgrammes par mètre cube, et on accepte par 24 heures 25. Donc, vous voyez qu'ils sont largement au-dessus. Et New Delhi, alors là, c'est le summum, c'est 122. Et ce qu'ils ont montré, c'est d'abord que les gens qui utilisent régulièrement l'activité des transports actifs, par rapport à ceux qui utilisent les transports en commun, tous les jours, malgré le taux de pollution, ont une mortalité diminuée de 13%. Si à ces gens-là, on leur dit, les jours, vous n'utilisez pas les transports actifs tant que le taux n'est pas inférieur à 35 ou à 53, eh bien, vous voyez que la mortalité, au lieu d'être de moins 13%, elle baisse à moins 8% ou moins 7%. Donc, elle est diminuée. Donc, en fait, si on restreint ces gens, on les empêche d'utiliser les transports actifs quand il y a une pollution, eh bien, on va diminuer leur protection liée à l'utilisation des transports actifs. Même chose à New Delhi, où là, ils sont exposés à une pollution très importante, et bien malgré ça, les gens qui utilisent les transports actifs par rapport aux gens qui utilisent la voiture ou les transports en commun ont une diminution de la mortalité globale de 26%. Si on leur dit non, tant qu'on n'est pas inférieur à 35, à 53 ou à 70, vous n'utilisez pas vos transports actifs, vous prenez les transports en commun, eh bien vous voyez que cet effet protecteur des mobilités actives est diminué. Donc, vous voyez que, eh bien, non, il n'y a pas d'intérêt à empêcher ces gens d'utiliser les transports actifs malgré le taux de pollution.
Et puis à Helsinki ou Londres, où là, effectivement, ils ont un taux de pollution qui est dans les normes, eh bien, ils ont une mortalité, vous voyez, qui est diminuée par rapport à la population générale d'à peu près 15%. Et si on restreint leurs déplacements quand les taux de pollution sont inférieurs à 35 à 53, on n'a pas d'effet sur la mortalité. Donc, ça montre bien que la pollution, les effets de la pollution les risques liés à la pollution sont moins importants que les effets bénéfiques de l'activité liée à l'utilisation des transports actifs. Donc, en conclusion, le sport n'est qu'une composante de l'activité physique. L'inactivité physique est différente de la sédentarité. Un peu d'activité physique, c'est déjà mieux que rien. L'intensité de l'activité physique, elle n'a pas besoin d'être intense pour être efficace. Il faut privilégier la régularité. L'activité physique ne fait pas maigrir, mais diminue la masse grasse viscérale. La marche est une activité physique. 4500 pas par jour, c'est déjà efficace. Et l'activité physique est une intervention non médicamenteuse. Et donc, pour juste conclure en 2 diapos, le site clermontois est impliqué dans le grand programme eSite Clermont, en particulier dans le Challenge 3, qui est basé sur l'innovation dans la mobilité. L'objectif est de favoriser la mobilité humaine personnalisée pour une meilleure santé. Et l'objectif est en fait de favoriser la mobilité dans tous les secteurs, que ce soit la maison, l'école, l'établissement de soins et au travail. Donc, il y a beaucoup de projets. Il y a un projet pour bouger à l'école sur les écoles de Vichy et Rayon. Il y a un gros projet sur Vichy qui s'appelle le City Lab, où toute la ville de Vichy est impliquée pour faire bouger les gens dans leur vie quotidienne, quel que soit l'âge. Il y a un projet aussi sur le CHU où l'objectif est de faire bouger à travers une plateforme tous les patients hospitalisés. C'est-à-dire l'idée, c'est que tous les patients hospitalisés soient évalués en termes d'activité physique et de capacité physique et qui sortent de leur hospitalisation avec un programme d'activité physique adapté à leur pathologie. Et puis enfin, il y a un gros centre international de la mobilité qui va associer recherche, formation, soins, valorisation et société. Voilà, je vous remercie. Martine, est-ce que vous pourriez nous revenir un tout petit peu sur votre dernier point, qui est celui de ce Centre international de la mobilité, donc application médicale. Est-ce que vous pourriez nous dire où on en est et globalement, là, comment nous faisons pour nous positionner je dirais, en pointe sur un dossier majeur au niveau européen? Alors, ce centre européen, donc là, pour l'instant, on est surtout en train de faire le point de ce qu'on fait localement, des productions locales et des forces locales et des faiblesses locales, des collaborations internationales que l'on a pour vraiment faire émerger en fait l'originalité locale et se positionner par rapport à ce qui existe en France et à l'international. C'est-à-dire montrer en fait l'originalité d'un centre qui travaille à la fois sur le muscle, l'activité physique, la sédentarité, la douleur, et se différencier de ce qui peut exister. Donc voilà, on en est à ce point-là. Et après, l'objectif est donc là-dessus de montrer des perspectives, de créer des projets, de chercher des collaborations, donc à la fois sur une perspective de recherche, sur une perspective d'enseignement pour créer effectivement des masters internationaux, parce que l'objectif est aussi à la fois la recherche, l'enseignement et la communication, mais surtout à une visée internationale, parce que de ce côté-là, en tout cas en termes de santé et en termes d'activité physique, on reste quand même trop franco-français. Mathilde Régnier, je crois aussi étudiante à Sigma, si je ne me trompe pas. Mathilde, oui, c'est bien ça. Merci Mathilde, allez-y. Oui, mais merci beaucoup pour votre présentation qui était fort intéressante. Pour ma part, je suis relativement sportive, mais je vous avoue que tout votre constat sur la sédentarité m'a un peu fait peur. Et je pense que c'était le cas pour d'autres personnes. Nous, en tant qu'étudiants, on est assis plus que 8 heures par jour, et en plus en ce moment dans notre appartement, donc on bouge très peu. Et vous dites que justement l'activité physique, elle ne compense pas les effets de la sédentarité.
Est-ce que vous avez des recommandations? Vous avez dit, par exemple, toutes les heures de bouger pour, vous avez dit annuler les effets de la sédentarité pendant l'heure précédente. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place, pour justement, compenser ces effets-là? Ça rejoint, pardon Martine, ça rejoint une autre question que j'ai là par rapport à la question sur l'activité physique pour les étudiants. Je me demande vraiment comment on peut rester sédentaire moins de 7h30 en moyenne par jour. Donc, je pense que vous Mais pouvez répondre aux deux questions à la fois. oui, mais ça, je suis complètement d'accord. Je suis la première à rester, à passer plus de 7h30 assis par jour, hein. Voilà, quand vous bossez 12-15 heures par jour, il n'y a pas photo. Je passe mes 15 heures assis par jour, hein, mais je me lève toutes les heures parce qu'au bout d'une heure, ayant pris l'habitude de me lever toutes les heures, moi, au bout d'une heure, je me lève. Même quand j'ai des réunions, ils ont l'habitude. Maintenant, je me lève et puis c'est comme ça. J'ai aussi un petit pédalier sous mon bureau, donc c'est quelque chose qui est très pratique. En tout cas, pour les réunions en Zoom où je coupe ma caméra et je pédale, donc c'est pas mal. Voilà. Et les petits pédaliers, vous les achetez alors je ne donnerai pas la marque sur Internet, mais ça commence par A. Ça coûte une centaine d'euros, voilà. Donc, c'est des choses toutes bêtes. Comme c'est tout petit, ça se glisse sous un bureau. Vous n'avez pas besoin d'acheter un gros vélo bureau qui coûte 600 euros. Voilà, il y a des petites choses comme ça toutes bêtes. Et puis sinon, vous vous levez toutes les minutes. En plus, l'intérêt, on est tous, enfin, pour ceux qui sont confinés, quand vous êtes chez vous, vous pouvez faire toutes les heures un petit peu de renforcement musculaire, des choses avec des élastiques, des choses comme ça. Donc, ça ne nécessite pas du matériel. Surtout, ne prenez pas de matériel. Ah, Martine, vous avez coupé votre micro par inadvertance. Voilà, pardon. Je dis, vous pouvez acheter une petite bande élastique. Avec ça, vous faites aussi du renforcement musculaire. Ça ne vous coûte pas cher, ça vaut 10 euros. Donc voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour compenser ces effets de la sédentarité qui sont, de toute façon, on n'a pas le choix, hein, quand on travaille derrière un bureau, qu'on est étudiant. Et même quand on n'est pas étudiant, voilà. Donc après, il faut essayer de compenser et puis surtout essayer de faire votre activité physique en outdoor, hein, pour prendre l'air, parce que le fait de prendre l'air, aller à l'extérieur, ça c'est indispensable, hein. Le vert, la couleur, ça aussi c'est prouvé, hein. Le manque de nature, le syndrome de manque de nature commence à être décrit maintenant, hein. C'est quand même fou ça. Donc on a besoin de voir du vert, donc voilà, sortez.